Ok, bonsoir. Donc, je m'appelle Christian Gattard. J'ai plusieurs activités. Je dirige un cabinet d'études qualitatives internationales et je publie des livres. Les deux derniers s'appellent Nos 20 prochaines années. Celui qui vient de sortir il y a quelques mois, Mythologie du futur. Et je dirige des collections de bouquins, de prospectives, géographie du futur ou ce genre de choses. Alors donc, on m'a demandé de réfléchir à l'objet connecté. Est-ce que je peux essayer de rebondir sur les deux premières interventions ? On va essayer. Les deux premières interventions étaient peut-être plutôt du côté du mythe, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, du cerveau gauche. On va plutôt aller se balader du côté du cerveau droit, qui est plus dans le côté artiste du monde et de la vision du monde. Je me faisais cette réflexion, d'ailleurs, par rapport à ici où nous sommes. Tout ce que nous venons de voir est extrêmement sérieux, analysé, etc. Très souvent, moi, je suis de l'autre côté de cette fenêtre à amener mes enfants dans le jardin du Luxembourg, où justement on rencontre les vrais gens qui ne comprendraient pas grand-chose à ce qu'on a vu ici tout à l'heure et qui auraient sûrement une trouille terrible si on leur racontait ça de but en blanc. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe peut-être dans l'imaginaire des représentations sociales aujourd'hui. Alors, la première question que je me suis posée, c'est au fond, c'est quoi ces objets connectés? Est-ce que c'est véritablement nouveau? Quand Lamartine met les Google Glass qui sont déjà dépassés, on entend dire déjà qu'on est déjà dans la phase suivante de ces Google Glass. Donc, on se pose la question, en fait, du temps que l'on va mettre à intégrer ces objets dans la vie quotidienne, mais d'où ça vient? Sûrement une grosse trouille, sûrement le sentiment d'un vertige. Alors, je pense pour des gens comme vous et moi, c'est un vertige extraordinairement excitant, avec le sentiment qu'on va pouvoir s'emparer de ce futur. Les objets connectés, on va voir d'ailleurs que justement c'est très intéressant, cette façon de toucher ou pas les objets. Est-ce que les objets, je touche un objet connecté, est-ce que peut-être demain, simplement ma pensée va me permettre de passer à la phase suivante? Seulement d'où ça vient? Nous sommes dans un monde à la limite du magique. Et nous sommes véritablement dans un monde à la limite du magique. Au Moyen-Âge, les contes et légendes étaient déjà en train d'aborder ce genre de sujet. Des choses comme ça qui flottent dans les nuées, des choses qui font complètement partie de l'imaginaire d'autrefois et qui font partie de notre imaginaire d'aujourd'hui. Et c'est probablement ça aussi qui est fascinant. Quand Copernic, Kepler, Newton commençaient à discerner la science dure qui allait être la nôtre, qui allait être la vôtre, ils étaient quand même encore dans un pied profondément ancré dans l'alchimie et dans l'ésotérisme. Ces différents éléments-là, les prenaient par la main, je veux dire. Et aujourd'hui, on n'est pas loin, avec la mécanique quantique, de revenir à ces visions de l'époque. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la prospective dont je m'occupe, le fait d'essayer de réfléchir au futur, est totalement dépendante de notre réflexion sur le passé. Et ce passé, il est en fait complètement intégré dans tout ce que Luc a raconté tout à l'heure, Christophe et Raphaël. Christophe Le Dantec, formidable auteur de science-fiction, qui va nous emmener aussi dans des endroits extraordinaires. Et c'est intéressant parce qu'on ne s'est pas concerté avant. Je ne connaissais pas nos amis de ce soir. Il y a vraiment des convergences qui se font dans ce regard sur la technologie et l'imaginaire et la médiation vers le service. Et c'est cette notion de service qui m'a beaucoup touché, parce que tous ces objets, finalement, on va le voir, très vite n'auront plus d'importance. Ce qui va être important, c'est à quoi ça sert. Et le chaman d'autrefois, le chaman qui était en lien entre les forces du ciel et les forces telluriques et les forces de la terre, on retrouve cette dimension-là dans cette fascination. Fascination d'ailleurs dont s'empare toute la filmographie d'Hollywood d'aujourd'hui, dans les films de science-fiction, etc. On est tout à fait dans ces éléments-là. Or, et Luc le soulignait tout à l'heure, ils vont disparaître.
Hein. Ces objets-là, vous vous souvenez du moment fondateur de la création du monde à la chapelle Sixtine. Hein. Il n'y a pas d'objet, il y a juste le doigt. Or, le doigt, il est également celui qu'une start-up israélienne vient d'inventer. On ne va pas passer le film, ça va être trop compliqué, mais où on va, des deux mains, mais Luc le sait déjà sûrement, d'un geste de la main, allumer la télé, on va s'occuper de toute la maison, et cela à distance. Donc ces éléments-là sont très impressionnants, parce que quand Avatar prend en charge cette dimension-là, les navis de la planète communiquent entre eux à distance, juste avec des gestes de ce genre. Donc en fait, ma conviction, au fur et à mesure que je réfléchissais à ça, c'est qu'entre les objets et les êtres humains existe une sorte de partenariat. Hein. Quelquefois difficile, quelquefois possible, mais on est au même stade, fondamentalement, que l'homme de Cro-Magnon quand il découvrait le silex et quand il taillait ses premiers silex. On est dans cette phase-là, on est évidemment dans une phase ultérieure, on est évidemment quelques années plus tard, hein, mais fondamentalement, on est dans cette découverte de à quoi nous servent les objets, et les objets que nous inventons, qui sont absolument fabuleux, et je rejoins votre enthousiasme, il est le mien, il est là-dedans. Quelquefois, les représentations de la machine sont des fables. Aurons-nous un robot qui va cultiver le jardin? Quelquefois des cauchemars, et là Hollywood est déjà plus présente, mais de toute façon, je dirais pas de panique. Et je dirais aux gens qui seront dimanche dans le jardin du Luxembourg, pas de panique. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Car tous les objets en question dépassent l'individu tout en le prolongeant. Et profondément, je ressens, et je le ressens. Alors, je le ressens complètement aujourd'hui ici avec vous pour ce que vous êtes. Je le ressens moins dans la société française aujourd'hui, mais je le ressens très profondément dans la société internationale, dans toutes les études que je mène à travers le monde. Cet enthousiasme, il est présent. Il y a la volonté d'aller se servir et je dirais surfer sur cette technologie. Le primitif de l'Irian Jaya, là, en Nouvelle-Guinée, s'en empare avec fascination. Alors c'est vrai qu'on peut avoir quelques sujets d'inquiétude. Hein. C'est vrai que tout ce que l'on dit sur la sécurisation des objets, des données personnelles, peut faire un peu peur. Le pilotage, parfois, peut être un peu difficile. Les seniors, on dit beaucoup que les seniors ne s'en débrouillent pas. Moi, je suis un senior, j'essaie d'y arriver aussi, quoi. Donc on y arrive. Ce qui m'intéresse depuis quelques semaines, c'est l'émergence d'un technoscepticisme dont Stephen Hawking s'est emparé, Bill Gates, etc., qui ressemble un petit peu au XIXe siècle, quand ce qu'on appelait les ludistes cassaient les machines, parce qu'ils avaient peur des machines, hein, cassaient les premiers métiers à tisser, parce que, oulala, où allons-nous, quoi, et tout. Quel jeu joue Stephen Hawking? Quel jeu joue Bill Gates par rapport à ça? Ou même le type de la voiture électrique, là, Musk, absolument. Ils sont là-dedans. Alors là, je pense que c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment un des mythes contemporains. Toutes nos avancées technologiques sont accompagnées par une régression, par un vertige qui quelquefois fait peur et quelquefois donne envie d'avancer. C'est le mythe d'Icare. Hein. L'Icare qui va se rapprocher du Soleil et qui va tomber dans la mer. C'est une de nos grandes frayeurs par rapport à ça. Il faut s'en occuper. Mais ce que j'appelais les ludites tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Hein, donc, au début de la révolution industrielle en Angleterre, des ouvriers, des cohortes d'ouvriers se sont mis à détruire des outils de peur d'être envahis par eux. Alors, on ne peut pas s'empêcher de convoquer ici le transhumanisme. Le transhumanisme, vous connaissez sans doute, hein, Google est derrière ça. Google
est en train de sponsoriser la Singularity University, c'est-à-dire l'université qui va faire venir les personnes les plus avancées dans le transhumanisme, qu'on peut caricaturer, si vous voulez, en disant, grosso modo, c'est des gens qui pensent, grâce aux nouvelles technologies et aux nanotechnologies, obtenir l'immortalité, par exemple. Ou, d'une façon plus raisonnable, guérir avec les nouvelles technologies, et en tout cas, certainement, faire durer davantage l'humanité. Croyance, fausse croyance, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ce qui est fascinant, c'est que ce soit des tensions sociales, c'est profondément dans notre imaginaire aujourd'hui, on est là-dedans, et donc il y a des choix à faire. Mais profondément, et c'était fascinant de voir l'accumulation d'objets dont vous avez fait état, les uns et les autres, avant cette démonstration. On va être envahi par ces éléments-là, mais pourtant, il est certain, enfin, on peut en parler, qu'elle va disparaître. Je crois que le mot disparaître a été utilisé. Elle va disparaître, elle va rester humble, docile. Il va y avoir une maîtrise de ces objets. Les objets connectés vont sécuriser tout ce qui est de l'ordre de la sphère personnelle. Quand de loin, on disait tout à l'heure qu'on va piloter la maison, etc. De quoi s'agit-il? Sinon d'essayer de se rassurer au maximum. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes que je mène, les gens sont simplement à l'aise dans la bulle personnelle, la bulle familiale, quoi. Le cocon familial, il est là, il a besoin d'être sécurisé, et les objets vont faire ça. Mais ce qui me semble la promesse la plus intéressante, c'est que toutes ces mutations technologiques qui nous sont promises vont permettre à chacun et à tous d'exprimer sa personnalité et sa différence. C'est ça qui est puissant dans ces objets. C'est bien sûr, ils sont extraordinaires en termes de pure technologie, mais derrière, au niveau de l'avancement de l'espèce humaine, je dirais presque, il y a quelque chose de formidable. Michel Serres, dans son bouquin Petite poussette, fait le triomphe de nos machines. Pourquoi le triomphe de nos machines? Parce que le pouce des jeunes qui font glisser l'écran, etc., qu'est-ce qu'il fait? Alors bien sûr, il fait des tas d'opérations techniques. Mais surtout, il libère le cerveau pour avoir davantage de créativité. Plutôt que d'avoir à apprendre les tables de multiplication, le cerveau de l'enfant, tout d'un coup, se met à pouvoir faire des choses, une sorte l'artiste qui est en lui va pouvoir s'exprimer. Cette dimension est extrêmement unique dans l'histoire de l'humanité, me semble-t-il, et en tout cas va permettre de trouver un nouvel espace, une nouvelle respiration autour de ces éléments qui sont une promesse formidable. Descartes commence d'ailleurs à être un peu remis en cause. Il a fait des tas de choses formidables, mais il pensait que les animaux étaient des machines. Il pensait qu'ils ne souffraient pas et qu'ils n'étaient que mus par des ressorts. Est-ce que nous sommes en train de penser qu'on peut se réconcilier avec l'animal? Moi, je trouve qu'il y a cette même approche. L'objet connecté, l'objet technologique apparaît comme une pure machine, comme autrefois l'animal apparaissait à Descartes comme une pure machine. Or, nous sommes en train de nous réconcilier avec l'animal, nous sommes en train de nous rendre compte que l'animal a quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence, quelque chose de l'ordre peut-être d'une forme d'âme. Je crois que profondément, nous allons nous réconcilier avec la machine parce que ça fait partie de l'histoire humaine, ça fait partie des étapes de chacune de nos cultures, de nos civilisations, petit à petit, de maîtriser ce dont nous nous sommes emparés. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que c'est une nouvelle aventure et que le futur vers lequel on avance est une aventure qu'il faut affronter. Et je trouve ça pas mal, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire.